Durant l'Antiquité gréco-romaine, la culture de l'olivier occupait une place fondamentale dans la société. Son huile ne servait pas uniquement en fond de cuisine, elle était aussi utilisée comme parfum, onguent ou encore comme médicament. Aujourd'hui, c'est le produit alimentaire le plus contrefait au monde. Nous allons plutôt nous intéresser aux femmes et aux hommes qui, par leur respect de la terre et par la force de leur travail, en font un produit d'exception. De l'Italie au Péloponnèse en Grèce, de la Provence à l'Andalousie en Espagne, nous irons à la rencontre de ces producteurs passionnés à la recherche de l'excellence. Nous partons pour le Péloponnèse, en Grèce, sans doute le berceau de l'huile d'olive. Des fouilles dans la région de Métana ont mis au jour un ancien moulin à huile dont l'existence remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes à côté du village de Plati, à l'ombre du mont Egaléo, chez la famille Stribakou. Avant, ici, c'était des vignes avec du raisin. Mais mon père a décidé de changer pour planter ces oliviers. Ils sont donc assez jeunes, ils n'ont que 30 ans. Et je me souviens du jour où nous sommes venus pour semer et essayer de planter tous ces arbres. Il y en a en tout plus de 600. Ils produisent tous des olives de type Koroneiki. En cette fin novembre, les températures sont encore douces, idéales pour le début des récoltes. Au bout de longues perches, les équipes utilisent des peignes vibreurs qui font tomber les olives sans les abîmer. Ma mère, qui est une grande productrice d'huile d'olive, dit qu'il faut traiter les oliviers comme des enfants. Ils ont besoin d'amour et de soins. Et surtout, le plus important est d'avoir des champs d'oliviers en bonne santé. Une plantation d'oliviers saine, ça veut dire des arbres taillés, respecter la biodiversité. Tout ça est essentiel. Ainsi, on peut obtenir à la récolte de très bonnes olives. Konstantinos, le frère de Christina, s'occupe des plantations. C'est lui qui a fixé la date de la récolte. Je décide de lancer la récolte lorsque je remarque que la couleur de l'olive a tendance à devenir jaune doré. J'essaye alors d'écraser une olive pour évaluer à quel point il est difficile de séparer le noyau de la chair du fruit. Depuis toutes ces années où nous travaillons dans cette plantation, nous avons remarqué que la partie la plus proche de la montagne est une terre plus performante, car il n'y a pas autant d'humidité, seulement les pluies qui viennent des montagnes. Le plus important pour moi dans un champ, c'est que les arbres soient propres, bien aérés, et qu'il profite d'une bonne exposition au soleil pour que l'olive puisse générer toutes les qualités que nous recherchons pour une huile haut de gamme, c'est-à-dire l'amertume et l'ardence. Ils sont entre 5 et 6 personnes à cueillir les olives. Ils accumulent jusqu'à 2 tonnes de fruits par jour. La raison principale pour laquelle les Kalamatas sont exclusivement des olives de table est qu'elles ne produisent pas une grande quantité d'huile d'olive. Donc ça n'a pas d'intérêt de la transformer en huile.
Par contre, les Koroneiki ont elles de plus petits fruits, mais produisent une huile de grande qualité et en plus grande quantité. Les champs d'oliviers s'étendent à perte de vue jusqu'au bord de la mer. Cette partie du littoral a d'ailleurs été épargnée par la pression immobilière. Depuis son enfance, Cristina vient l'été sur ces petites plages pour nager. L'autre grande plantation de la famille est proche du village de Filiatra, avec des arbres plus anciens, mais toujours avec la variété Koroneiki. Le sol est très riche grâce à plus de 1000 petites plantes présentes. Elles aident à la création de la meilleure olive possible. D'ailleurs, toutes ces plantes sont un engrais naturel pour le sol. C'est aussi très important. Les rameaux sont bien chargés en fruits. La récolte s'annonce excellente. Je surveille les différentes plantations. En fait, je choisis de commencer par celles qui sont les plus avancées dans leur maturation. Et je laisse le temps aux autres de progresser. Il y a parfois jusqu'à une semaine de différence. Je joue aussi sur la maturité en fonction de l'huile que nous recherchons, amère ou ardente. Certains arbres de la propriété ont vu se dérouler des pages entières d'histoire sur plusieurs siècles. Oui, il est à peu près vieux de 600 ans. L'âge des oliviers, je pense que c'est surtout un concept marketing. Les jeunes arbres peuvent aussi produire de l'huile d'olive de haute qualité. L'essentiel est d'avoir le même ADN pour tous les arbres. L'âge n'est pas un gage de meilleure qualité. Santé, c'est parfait. Le village de Filiatra, en cette saison, vit au rythme des oliveraies. Les tracteurs envahissent les rues pour porter leurs récoltes à la coopérative.
C'est très important pour nous d'emmener immédiatement les fruits à la coopérative et de commencer le processus tout de suite afin d'éviter toute fermentation ou mauvaise odeur. Parce que si vous gardez les olives plus d'1 jour dans les sacs, la fermentation va débuter. Konstantinos et Kristina vont devoir encore patienter un petit moment. Ils vont faire passer leurs olives les derniers pour que l'on prenne le temps de rincer tout le circuit de pressage. Ils sont en bio, contrairement à la plupart de leurs voisins, et comptent bien le rester jusqu'au fond des cuves. Durant le pressage, vous ne pouvez pas améliorer votre produit. Mais si vous ne respectez pas certaines règles dans le moulin, comme une eau très propre, une température basse, un bon timing, etc., alors là, vous pouvez détruire votre produit. Les journées sont très longues, mais ces dernières étapes demandent encore de l'attention pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Kristina est confiante, les olives sont magnifiques. Le goût que je veux obtenir, c'est l'équilibre entre 2 qualités recherchées que sont l'amertume et l'ardence. Les gens croient que l'amertume est quelque chose de négatif, alors que l'huile d'olive est d'abord amère, mais ensuite, elle laisse en bouche une longueur très agréable, très douce. Après une bonne heure et demie de pressage et de malaxage, l'huile coule en abondance. Il faut la goûter pour y déceler d'éventuels défauts, puis la tester. Notre collaboration avec Kristina est importante. Elle nous apporte des olives très vertes, à peine mûres, et dans le protocole d'exploitation que nous avons établi, nous ne chauffons à aucun moment, que ce soit au pressage ou au malaxage. Nous n'ajoutons pas d'eau non plus, ce qui aurait pour conséquence d'appauvrir l'huile en polyphénol. Notre seul but, obtenir la meilleure huile possible. Les tests sont excellents. Kristina est satisfaite. Son huile sera proposée dans une bouteille opaque pour préserver le nectar des rayons ultraviolets. À Filiatra, l'huile d'olive est bien entendu présente sur toutes les tables. Kristina est allée faire son marché en compagnie de sa mère. Fruits et légumes poussent également en abondance. Les poissons occupent aussi une place de choix dans les menus quotidiens. En cuisine, l'huile d'olive s'utilise par bidon de 5 litres. Ici en Messénie, nous consommons 25 litres d'huile d'olive par an et par personne. Nous utilisons l'huile avec du pain ou encore avec une belle salade grecque,
Nous mangeons beaucoup de poissons. Nous faisons aussi des gâteaux avec de l'huile extra vierge. Et je pense que dans n'importe quelle recette grecque, n'importe quel plat grec, il y a une bonne quantité d'huile extra vierge. C'est sur ces plats savoureux que nous quittons le Péloponnèse. Nous poursuivons notre voyage à une centaine de kilomètres au nord de Rome, dans la région du Latium, où l'on trouve la majeure partie des oliveraies du pays. Située à 25 km de la mer, Tuscania est au centre de ses plantations. C'est une ville étonnante. Sa création remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, où les Étrusques en avaient fait un centre agricole conséquent, assorti d'un carrefour commercial important. Tout autour de ces remparts, l'histoire de la cité se raconte par ses nombreuses basiliques, églises ou encore palais. Nous sommes début octobre. Cela fait plusieurs jours que Marina Gioacchini observe avec beaucoup d'attention la maturité de ses olives. Elle produit chaque année une huile reconnue par la profession comme une des meilleures du pays. Elle est la première dans la région cette saison à dérouler les filets sous les arbres pour débuter la récolte. Les équipes utilisent différents modèles de peigne électrique avec comme objectif de ne pas abîmer les fruits. Nous sommes dans la Tuscia, dans le nord du Lazio, une région très ancienne où déjà les Étrusques, avant les Romains, cultivaient l'olivier avec les mêmes variétés que l'on trouve aujourd'hui dans notre livret aux Amantines. Ici, on est vraiment au début de l'imbaliatura, c'est-à-dire que l'olive commence à changer de couleur, s'approchant de la couleur de l'aubergine. Mais la plupart sont encore vertes dans notre livret. Alors ici, d'habitude, aux Amantines, nous commençons par ce que l'on appelle une récolte précoce. Comme vous pouvez le voir, les olives sont vertes. Quand elles changent de couleur, cela s'appelle le début de l'imbaiatura. Comme vous pouvez le voir, la plupart sont vertes, ce qui veut dire que l'huile sera plus riche en polyphénol. La culture est biologique, non seulement pour le bien de l'olive, mais aussi pour préserver tout le microbiote qui entoure les arbres. La notion de terroir, selon moi, et aussi selon les spécialistes, est très importante. Parce que ce n'est pas seulement l'herbe, l'air, les fleurs. Tout ce micro-habitat local aide énormément le développement et le bien-être des plantes. Et aussi le goût de l'huile que l'on retrouve une fois extraite dans notre broyeur. Chez nous, la terre est très riche en pierre ponce, une terre volcanique. En effet, nous sommes dans une région d'origine volcanique, comme en témoigne le lac de Bolsena qui n'est pas très loin de notre livret. C'est le plus grand lac d'origine volcanique en Europe, 160 km².
Ici, aux Amentines, nous sommes à 330 mètres d'altitude environ, entre le lac de Bolsena et la mer Tyrrhénienne. La mer est à juste 20 km de l'Olivet. Et nous avons souvent un vent régulier qui s'appelle le marin. C'est lui qui va donner à l'huile cette saveur iodée si particulière. Ces arbres ont été plantés par mon père. Ils ont 15 ans. C'est une variété Frantoio avec laquelle on fait l'huile extra vierge unique, donc une huile monovariété. Je tiens beaucoup à ces arbres, car ils sont un peu capricieux, c'est une variété un peu compliquée, parce que l'année dernière, ils ont fait peu d'olives, alors que cette année, regardez comme c'est chargé. Et puis surtout, ce sont les derniers arbres que mon père a plantés. Ces traces blanches que vous voyez, c'est du kaolin, une substance complètement naturelle à base d'argile qui sert à les protéger de la fameuse maladie qui attaque les oliviers, c'est-à-dire la mouche. Tailler les arbres, c'est très important. Nous le faisons dans notre livret entre février et mars. Le type de taille que nous effectuons est polyconique, ce qui permet, comme on peut le voir, d'avoir les rayons du soleil qui entrent à l'intérieur de l'arbre. Marina est très attentive à ce que les olives passent le moins de temps possible au sol. Elles sont rassemblées dans des caisses qui vont être collectées au fur et à mesure par un tracteur pour être pressées sans délai. C'est Stefano, en charge de tout le pressage, qui effectue le ramassage. Lorsque l'on réduit le temps entre la récolte des olives et le moulin, alors moins les olives s'oxydent et moins l'huile se détériore. Contrairement à ses voisins qui envoient leurs olives dans les coopératives des environs, Marina a fait le choix de presser sur place. Le moulin est installé dans l'ancienne ferme du domaine, même si aujourd'hui on parle plus de machines sophistiquées qui sont plus respectueuses des olives. Être sur place pour presser les olives est aussi un atout supplémentaire dans la gestion du temps. La première étape va débarrasser les fruits de toutes les feuilles et végétaux avant qu'ils soient rincés. La pièce maîtresse du dispositif est ce broyeur à couteau. Il s'agit d'un broyeur à couteau.
La différence avec un broyeur à marteau est que les olives sont tranchées à la place d'être écrasées. Cela stresse moins les olives et nous permet d'obtenir une huile de meilleure qualité. Tout le processus s'effectue à froid et sans ajout d'eau. Le jus et la pâte ainsi obtenus sont envoyés sous vide vers le décanteur pour éviter toute oxydation. On est bien loin des pratiques industrielles où les olives vont être chauffées à outrance, injectées d'eau et pressées à plusieurs reprises. La dernière opération consiste à filtrer l'huile pour qu'elle puisse se conserver plus longtemps. Donc celle-ci est notre extra vierge extraite hier, filtrée avec un système qui retire toutes les impuretés qu'il y a dans une huile. Celle-là est une huile non filtrée et vous pouvez voir qu'il y a des impuretés. Donc l'huile est filtrée, puis mise dans une citerne en acier avec de l'azote pour la maintenir, pour favoriser la conservation pendant quelques mois. D'abord, on goûte l'huile. La première sensation qu'il faut ressentir dans la bouche avec une huile extra vierge, c'est une sensation de propreté. Et la première chose que l'on va sentir dans la gorge sera l'amertume et tout de suite après le piquant. Les deux sensations ne doivent pas se superposer. Il faut créer un équilibre entre l'amertume et le piquant. C'est important que l'huile extra vierge soit conservée en bouteilles de verre particulièrement sombres et de qualité. Des bouteilles tellement sombres et solides que, même s'il leur arrive de tomber, elles ne se cassent pas. À la disparition de son père il y a quelques années, Marina s'était engagée à reprendre la plantation. Les résultats vont bien au-delà de ce qui était attendu. Cette recherche d'excellence est célébrée depuis plusieurs années par les connaisseurs et les chefs de grande table. Les professionnels, de leur côté, lui décernent régulièrement dans les concours les plus hautes distinctions. Nous partons maintenant pour le sud de l'Espagne, en Andalousie. Antequera est situé au cœur des plantations d'oliviers. De la colline dominée par la forteresse de l'Alcazaba jusqu'aux églises baroques ou Renaissance, c'est l'histoire millénaire de la cité qui se raconte d'une rue à l'autre. Si l'existence d'Antequera semble débuter au Néolithique, près de 5500 ans avant notre ère, les Romains s'y étaient implantés dès le 1er siècle, attirés par les terres fertiles de la région. Plus tard, placée sur la frontière qui séparait l'Espagne chrétienne de l'Espagne musulmane, Antequera a souvent été l'enjeu de conflits. La ville s'est surtout développée entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec un nombre record de 33 églises et édifices religieux. Au-dessus de la cité, le parc du Torcal rappelle qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, l'action des différentes poussées des plis alpins associées à une érosion très active a donné naissance à ces formes spectaculaires. C'est cette tour datant de l'époque romaine qui a donné son nom à la Finca de la Torre, une propriété de 380 hectares avec plus de 40 000 oliviers cultivés en biodynamie. Une taille somme toute modeste au regard de ce qui se pratique en Espagne. Victor Pérez et son équipe en ont fait en 10 ans un sommet de l'huile d'olive. En témoignent les récompenses les plus prestigieuses accumulées ces dernières années. En cette mi-octobre, à la suite d'un été particulièrement sec, la récolte va débuter avec près de 15 jours d'avance sur le calendrier habituel.
Le jour n'est pas encore levé que les équipes se répartissent déjà sur les différentes parcelles. À partir du moment où l'on estime que les olives sont prêtes à être cueillies, s'engage alors une course contre la montre compte tenu de la taille de l'exploitation. Victor Pérez a choisi de commencer par les champs qui ont été les mieux irrigués, donc avec les olives les plus mûres. La température au lever du jour peut avoisiner les 8-9 degrés. Mais ensuite, pendant la journée, lorsque l'on récolte au mois d'octobre, la température grimpe fortement. Et c'est très important car on doit ensuite réguler cette température dans le moulin pour produire de l'huile de qualité. Les vibreurs hydrauliques entrent eux aussi en action en secouant brièvement les arbres. Les peignes classiques finissent ensuite le travail. Il faut tenir compte du fait que dans chacune des régions de notre pays, la production pourrait potentiellement dépasser celle de toute l'Italie. Dès lors, la méthode de récolte est complètement différente et nous avons grandement besoin des machines. Il peut s'agir des vibreurs ou d'autres types d'engins. La méthodologie est donc très différente. Nous devons travailler plus vite puisque les superficies de nos propriétés sont très grandes. L'organisation des champs est elle aussi différente. Si nous comparons une plantation traditionnelle où il peut y avoir environ 75 arbres par hectare, avec 3 ou 4 pieds par arbre, la région a évolué vers des plantations modernes, où il peut y avoir jusqu'à 1000 ou 2000 arbres par hectare. Ce sont des plantations très productives, mais dont la durée de vie utile est très courte par rapport aux plantations traditionnelles, qui existent parfois depuis des siècles. La Jorri Blanca est la variété la mieux adaptée au terroir et au climat de l'Andalousie. Cette variété présente des caractéristiques très spéciales, car elle offre une intensité et un arôme très présents. Elle est très bien adaptée aux conditions de notre terroir, où nous avons un climat très sec. Elle est très résistante à la sécheresse et au sol calcaire. Il n'est pas question de ramasser les olives qui sont au sol à la main. Là encore, ce sont les machines qui viennent en renfort à la manière d'un chalutier qui remonte ses filets. La situation géographique de la propriété est très importante, car elle va déterminer les heures d'ensoleillement et surtout l'apport hydrique. Aujourd'hui, l'utilisation d'un réservoir d'eau est devenue indispensable. C'est vrai que ces 10 dernières années, depuis mon arrivée ici, nous ressentons fortement l'impact de la sécheresse. Chaque année, la récolte commence plus tôt. En effet, les premières années, nous récoltions fin octobre, début novembre, tandis que depuis 2 ans, nous commençons fin septembre. Des olives gorgées d'eau donnent une huile très douce, tandis que lorsqu'on utilise des olives cultivées sur des terres arides ou moins irriguées, ces huiles seront très aromatiques, très intenses. Nous devons trouver le bon équilibre pour l'irrigation.
Nous nous trouvons actuellement sur une parcelle totalement différente, qui est complètement irriguée. Nous pouvons voir que le fruit est plus grand. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, une huile plus douce, plus légère. Le meilleur moment pour la récolte est lorsque l'on constate que certaines olives commencent à changer de couleur. C'est le moment à partir duquel l'olive a atteint sa capacité de production d'huile maximale. Là, c'est le moment idéal. Bien entendu, on ne peut pas arriver à ce stade sur tous les arbres, mais nous essayons d'être le plus proche de ce résultat sur la majeure partie des arbres. Un système d'irrigation couvre désormais une grande partie de la propriété. Ce sont ces tuyaux que l'on voit passer d'arbre en arbre, que les ouvriers qui coupent les gourmands prennent bien soin de ne pas abîmer. Dès le mois d'octobre, les arbres et les olives sont sous surveillance permanente. Cette année, par exemple, certaines parcelles ont reçu très peu d'eau par rapport à d'autres. On doit choisir minutieusement quels arbres nous allons récolter. La récolte doit être effectuée en fonction de l'état de maturation des olives. Sur ces arbres plantés récemment et donc plus espacés, la maturité a atteint un bon niveau. Cette machine étonnante peut entrer en action, avec à la clé un gain de temps important. Cependant, la préservation du vivant reste à la base du projet de la plantation. En agriculture biodynamique, il est très important de travailler avec la biodiversité. C'est la raison pour laquelle on peut voir, par exemple, des zones où on est en train de reconstruire des espaces. Nous sommes en train de planter des espaces endémiques pour qu'elles offrent un refuge, aussi bien pour des oiseaux que pour des insectes. Elles vont nous aider à préserver l'équilibre de notre écosystème, qui est très important. En biodynamie, l'utilisation du compost est essentielle. Sur notre domaine, comme nous avons notre propre moulin à huile, nous pouvons fabriquer ce compost grâce au tourteau, c'est-à-dire l'ensemble des résidus issus du moulin. Nous le mélangeons ensuite à du fumier de chèvre qui provient des élevages voisins et nous préparons ce compost au moins 1 an avant de le répandre dans nos champs à l'automne. Au pressage, tout est prêt pour accueillir les tracteurs. Les olives doivent passer le moins de temps possible au soleil. Le premier facteur de réussite est la rapidité entre le moment où l'olive est récoltée et le moment où elle est traitée. Ce facteur temps est très important pour éviter qu'elle se détériore. Après avoir été rincées et débarrassées de tous les végétaux, les olives vont être pressées. Ensuite, la température durant le processus est très importante. Il faut travailler à une température la plus fraîche possible. Nous devons toujours travailler à une température inférieure à celle de l'extérieur. Et sur l'ensemble des opérations, à une température inférieure à 27 degrés. Troisièmement, la propreté. Tout doit être très propre pour éviter de donner à l'huile un goût ou une odeur inappropriée. À la sortie du malaxeur apparaît enfin le résultat de mois de travail. Au moment de la goûter, je recherche autant l'amertume que le piquant. Il ne faut pas oublier que ce sont des caractéristiques positives. On recherche toujours des huiles très équilibrées. Malgré une pureté apparente, l'huile doit effectuer un dernier passage à travers un filtre. Si on ne retire pas l'eau et les impuretés,
L'huile aura rapidement un mauvais goût, une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que l'eau va fermenter. Il ne reste plus qu'à mettre l'huile en bouteille. Là encore, les flacons, le packaging ont été soigneusement étudiés pour signifier qu'il ne s'agit pas d'un produit ordinaire. Quand un particulier ou un client visite le domaine, la plus grande satisfaction vient lorsqu'ils goûtent l'huile et qu'ils disent « Waouh, quelle puissance, quelle intensité, quelle fraîcheur !» Pour moi, c'est le plus important. La France est aussi une terre d'oliviers. Que ce soit autour de l'arc méditerranéen ou en Corse, les plantations ne manquent pas. Nous partons à Saint-Pierre-de-Vassol, à côté de Carpentras. En cette fin novembre, au pied du Mont Ventoux, Claude Huguetot vient de débuter les récoltes sur un champ voisin des vignes qu'il exploite également. Alors que l'été a été très sec, il a beaucoup plu ces derniers jours, mais les températures restent relativement douces. Ici, on aime bien lorsqu'un peu de gel vient se poser sur les arbres avant de cueillir les olives. Il faut maintenant profiter de la fenêtre de temps sec et ne pas traîner. Ici, on cultive l'aglando, que l'on appelle aussi la verdane de Carpentras, une olive au rendement plutôt faible, mais riche en arômes. Comme on est sur un sol argileux, 100%, pas 100%, mais très argileux. Et vu la sécheresse qu'on a eue, là, juin, juillet, août, c'est des arbres qui ont souffert. Là, elles ont légèrement tourné, mais il aurait fallu un petit coup de gel pour qu'elles soient légèrement flétries. Mais actuellement, on a, comme ce matin, là, on a une acidité de 2 et un peroxyde de 0,3. Donc c'est une huile d'olive qui se conservera 2 ans et plus sans problème. Claude, tout comme pour ses vignes, cultive ses terres en agriculture biologique et se prépare à la biodynamie. Pour obtenir des huiles de grande qualité, il y a des facteurs incontournables. Travailler le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans herbicides, sans pesticides, que des produits à base de plantes, premièrement. Ça, voilà, essayer de travailler le plus naturellement possible. Deuxièmement, essayer de ne pas trop avoir de piqûres de mouches. Parce que là, automatiquement, quand il y a une petite larve qui se développe, ça altère le fruit, l'olive. Et après, dès que la récolte est faite, rapporter le plus rapidement au moulin. Là, on évite d'avoir des acidités trop élevées. Sur les troncs des oliviers les plus anciens, on peut lire tout le stress que le climat a pu infliger aux arbres ces 30 voire 50 dernières années. Le plus important reste le soin apporté à la terre et aux feuilles lorsqu'elles apparaissent. Je soigne mes vignes comme mes oliviers, c'est-à-dire je soigne mes plantes avec des plantes, à base d'ortie, de l'aquilée, camomille, reine des prés, valériane, bourdaine. Voilà, je prends chaque plante a un pouvoir et je prends. Voilà. Regarde Gisèle. Ces dernières années, son huile s'est retrouvée sur les tables de plusieurs grands chefs de la région. Une reconnaissance qui est aussi une source de motivation. La médaille, c'est très bien, c'est parfait, c'est agréable, ça fait toujours plaisir. Médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or. Mais aussi, quand on est sollicité par des chefs étoilés et reconnus, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de travailler ensemble. Parce que bon, ils connaissent le goût, il n'y a pas d'histoire de... Voilà, c'est le vrai goût, c'est naturel et ça fait plaisir. Regarde, alors que ce matin, c'était que des petits bouts. Eh ben, ce matin, c'était les arbres d'une vingtaine d'années, c'est des arbres adultes. Les autres étaient irrigués, ceux-là, ils ne sont pas irrigués, donc voilà. Donc, moi, je vois des olives 100% saines, hein, avec un seul traitement à l'argile cette année. Le reste, c'est Dame Nature qui a fait le reste. Et elle fait les choses bien. Avant de les amener au pressoir, un système ingénieux permet de débarrasser les olives de tous les végétaux inutiles. Le vieux moulin à Puy-Meyras est une institution dans la région. L'un des derniers en France à tourner à l'ancienne avec de grandes meules. Claude Dugueteau confie sa production à la famille Farnoux depuis des années. La Verdale. La Glando. La Glando. Le jour n'est pas encore levé. Les olives vont passer au rinçage. Le plus impressionnant reste ces deux meules de 2 tonnes chacune. Le noyau fait partie du fruit et il y a plein de bonnes choses dans le noyau, donc je ne vois pas pourquoi on enlèverait le noyau. Et une fois broyé, malaxé, ça passe à la centrifugeuse et d'un côté il y a l'eau, de l'autre côté l'huile. Et en gros, c'est un pur jus, hein. C'est comme un jus de fruits. Hein. Et ce qui coule, c'est l'huile d'olive. Et moi, personnellement, je ne fais ni filtrer mon huile moulée à l'ancienne, ni l'huile que je fais triturer moulée moderne. Le rôle de la pierre, c'est d'écraser doucement justement l'amande, le fruit entier, de pouvoir faire sortir toutes les saveurs de ce noyau. Et comme pour tous les produits qu'on peut retrouver, que ce soit n'importe quel produit artisanal, tout ce qu'on va faire doucement, on va avoir des saveurs autres que tous les autres produits faits de façon beaucoup plus rapide, où il faut que ça soit la rentabilité sans arrêt. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout la valeur du goût. La première pâte ainsi obtenue va être disposée sur des scourtins, des tapis circulaires traditionnels qui vont s'empiler les uns au-dessus des autres. Une fois la tour achevée, c'est une machine hydraulique qui va prendre le relais pour le pressage. Donc on presse à froid, il nous faut 1 heure le fait de presser à froid pour respecter aussi la vitamine qu'on peut avoir dans l'huile d'olive, qui est en l'occurrence la vitamine E, et avoir à la sortie un nectar, un jus de fruits.
je ne fais pas filtrer. Mes olives ne sont pas filtrées. Mon huile n'est pas filtrée, donc voilà, je veux quelque chose de naturel. Moi, le mot aujourd'hui, c'est naturel. À la sortie de la presse, une centrifugeuse va séparer l'huile de l'eau. Après un petit moment en cuve, elles seront mises progressivement en bouteille en ayant conservé toutes les qualités attendues par Claude et ses clients. C'est sur ces paysages de la Drôme provençale que nous achevons notre périple. Dans cette constante recherche de perfection, nous nous devons de soutenir ces producteurs exigeants pour qui chaque nouvelle huile est un vibrant hommage à leur terre et à leurs ancêtres.